Tami Jardin, bonjour et bienvenue à notre numéro de formation porté sur la culture des avocats. Bonjour, tonton Abdel. Pourquoi aujourd'hui l'avocat est considéré comme l'or vert? L'avocat est considéré comme l'or vert vu sa demande sur le marché. Vous savez, il y a plusieurs types de fruits dans nos marchés. Ici, principalement au Cameroun, les gens en consomment énormément et la production est très faible. Il faut rappeler que nous ne parvenons pas, pour ceux qui sont producteurs, vous allez vous rendre compte que les gens quittent du Gabon, du Tchad, de la Guinée équatoriale pour venir prendre des produits ici au Cameroun. Et parfois, ces personnes-là viennent bord champ récupérer les fruits d'avocat pour aller servir aux populations dans leurs zones respectives. Donc, l'avocat est considéré comme l'or vert parce que c'est un fruit d'abord prisé par les populations et en plus, sa production est faible par rapport à la demande sur le marché. Je rappelle aussi que c'est l'un des produits qui a le plus de produits dérivés, notamment les shampoings d'avocat, le savon d'avocat et aussi même l'huile d'avocat. Et le vin d'avocat même, parce qu'il faut le rappeler, en Bouddha, il y a une société qui fabrique le vin d'avocat qui s'appelle Melupia. Donc, vous voyez, toutes les dérivés, c'est ça donc qui fait en sorte que l'avocat est positionné véritablement au top des fruits les plus consommés ici au Cameroun, précisément. Je rappelle que tu es un ancien benguiste parce qu'apparemment, ce rappel ne laisse pas certaines personnes de ton auditoire indifférent. Parce qu'il faut bien le dire, contre toute attente, tu as laissé l'Eldorado de l'Europe pour entrer à l'ouest du Cameroun dans une zone vraiment reculée de toutes les distractions. Bon, je ne sais pas si on va dire les belles choses, mais disons quand même que là-bas, il fait bon vivre. On ne va pas se le nier, on ne va pas cracher sur ce qui est bien. Donc là-bas, il fait bon vivre, mais on se trouve parfois dans des environnements, où on se demande qu'est-ce qu'on apporte réellement à la société. Est-ce qu'en étant là-bas, j'apporte mieux qu'en étant ici? Donc, je me suis dit, je trouvais, en fait, surtout que je suis un entrepreneur, vous savez, plus il y a des difficultés, plus il y a des opportunités. Et donc, moi, mon cerveau est orienté côté solution. Donc, je viens apporter des solutions dans des difficultés que nous rencontrons au quotidien. Donc, je me suis dit, l'Afrique serait un endroit où il faut venir chercher de l'argent plutôt que de rester là où on a déjà tout bâti. Donc, d'où ma décision de rentrer. Oui, je suis un ancien benguiste, j'aime le rappeler parce que il y a des gens qui rappellent aussi qui sont des anciens pousseurs ou des anciens SDF et ça ne fait du mal à personne. Donc, mon statut d'ancien benguiste mérite aussi que je le précise. Surtout pour dire à nos compatriotes de la diaspora que voilà, l'Afrique est un endroit où on peut venir gagner aisément sa vie. On peut vivre en Occident, je veux dire quoi, accaparer des ressources financières et retourner au pays, investir cela pour le bien-être de la population. Et aussi même au niveau de l'espionnage industriel, parce qu'aujourd'hui, l'Europe donne le ton en ce qui concerne l'investissement, la qualité et aussi apprend les revenus reproduits en Afrique. Il faut aussi noter que pour ceux qui sont en Europe aujourd'hui, ce n'est pas seulement la ressource financière, mais il y a aussi la ressource technologique, il y a aussi la ressource des sciences qu'il faudra... Humaine. Oui. Humaine aussi qu'il faudra copier et venir appliquer chez nous en Afrique. Surtout qu'actuellement en Afrique ou au Cameroun en particulier, nous avons 60% de terres rares. Des terres qui n'attendent que nous les Africains pour les transformer en richesse en fait. Bien évidemment, bien évidemment. Et maintenant, sans transition, je vais vous demander, c'est quoi un avocatier greffé? Oui, l'avocatier greffé, en fait, lorsqu'on parle de l'avocatier greffé, on parle d'abord d'un noyau d'avocat qu'on a planté, qui s'est développé à donner une plante. Sur cette plante, on est venu maintenant greffer une branche. Laquelle branche vient d'un autre avocatier qui produit déjà des fruits. Et le but de ce greffage, c'est juste pour raccourcir le cycle de production de l'avocat. Parce que généralement, lorsqu'on plante le noyau, on peut patienter 6 ans, 7 ans pour avoir des premiers fruits. Mais lorsqu'on greffe un avocatier,
le cycle de production devient court. Au lieu d'attendre 6 à 7 ans, dès la deuxième, la troisième année, on a des premiers fruits. Donc, ça fait qu'on est capable de commencer déjà quand même à renflouer les caisses et d'entrer déjà dans ses frais, plutôt qu'un avocatier naturel qu'il faut attendre plus de 5, 6, voire 7 ans. Je rappelle aussi qu'il y a cette possibilité aussi de définir pendant le greffage la qualité d'avocat qu'on veut pour un certain marché cible. Bien évidemment, bien évidemment. Par exemple, ici au Cameroun, il y a des gens qui préfèrent des avocatiers de variété As. Parce que les As sont beaucoup plus prisés en Occident que d'autres variétés. Donc les As, les Fuerte, voilà, les variétés du groupe A. C'est beaucoup plus prisé en Occident. Il y a d'autres types de variétés telles que Ixon, Peterson, Bot 7, Bot 8, Anahem, Tonnage. Mais il y a aussi d'autres variétés locales que nous greffons. Par exemple, la dernière fois, j'ai fait une vidéo dans une concession où j'avais acheté les fruits d'un arbre. Et les fruits de cet avocatier, je les ai achetés à 60 000 francs. Je parlais des fruits d'un seul avocatier. Alors, c'est un avocatier naturel, ancien, planté par des grands-parents. Ils ne sont plus là. L'avocatier a pratiquement 50 ans. Donc, c'est un avocatier naturel et qui produit des fruits vraiment beurre, des fruits savoureux. Et je me suis dit, pourquoi ne pas pérenniser cette espèce, garder des souches de ce type d'avocatier plutôt que de tout greffer au risque de tout modifier et à la fin, vous savez, les avocatiers greffés, nous on les greffe, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup d'inconvénients là-dedans. Donc c'est pour ça que il y a toujours une partie qu'on greffe et une autre partie qu'on ne greffe pas. Le but ici étant de satisfaire ceux-là qui veulent rapidement se faire de l'argent et aussi satisfaire ceux-là qui voudraient peut-être avoir 10 plants mais naturels pour pérenniser l'espèce en fait. On a compris que l'avocat doit être pérennisé, mais ce que je veux demander, est-ce qu'on peut faire la culture des avocats partout? Est-ce qu'il y a des zones de prédilection ou encore des bassins agroécologiques par excellence où il faut faire la culture des avocats, ou encore il y a des variétés qui s'adaptent mieux dans certaines zones que dans d'autres zones? Oui, les avocatiers, on peut les cultiver partout. Ça, il faut le dire. Par contre, il y a des variétés qui s'adaptent mieux à certaines zones que d'autres. Et généralement, lorsque nous conseillons un de nos clients, lorsqu'un client nous contacte et veut se lancer dans la culture des avocats, le plus souvent, on lui demande sa zone, l'altitude de sa zone pour comprendre le type de variété qu'on peut envoyer dans sa zone en fonction de ces altitudes-là. Parce que si vous allez, par exemple, dans des zones qui ne sont pas propices pour la culture de l'Anahem, de la variété Anahem, vous plantez l'Anahem là-bas, vous aurez peut-être une production, mais pas aussi grande que dans sa zone de prédilection. D'où l'importance de maîtriser chaque zone, de savoir où la personne veut lancer son projet et ça nous permet de lui donner une variété spécifique. Ok, je rappelle que vous avez fait tout un tollé médiatique au niveau de votre fameuse haute densité qui a révolté beaucoup d'ingénieurs agronomes. Et je ne veux pas le mentir, j'ai reçu tellement de liens de cette vidéo et qui a vraiment choqué le monde agronome. C'est quoi la haute densité? La haute densité, en réalité, c'est une technique qui permet de mettre le maximum de plantes sur un espace donné. Le but ici étant d'avoir plus de récoltes qu'une autre personne qui fait la basse densité. Je m'explique. Jusqu'à ce que je commence à promouvoir les théories de la haute densité, plusieurs personnes ici au pays faisaient la densité de 100 pieds à l'hectare, 100 pieds d'avocatiers à l'hectare. Là, on parlait des avocatiers greffés. Vous êtes d'accord avec moi qu'un avocatier greffé est un avocatier qui ne prend pas une certaine proportion. Les avocatiers naturels ont tendance à grandir, à s'élargir, à étendre leur volume. Ce n'est pas le cas pour des avocatiers greffés. Pourquoi? Parce qu'en fait, un avocatier greffé,
c'est un avocatier dont le tronc est en réalité un faux tronc. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le tronc de l'avocatier greffé est une branche d'un autre avocatier qui devient le tronc par la suite. Mais sinon, c'est une branche. Et vous comprenez donc que la branche ne peut jamais devenir un arbre. Le tronc, l'arbre. C'est l'arbre, mais c'est quand même la branche. Et cette branche, peu importe le volume qu'il va, peu importe le volume qu'elle va prendre, elle sera moins réduite, elle sera réduite par rapport à un avocatier naturel. Or, nos parents avaient l'habitude de planter des avocatiers à 10 mètres parce que justement, ils plantaient des arbres, leurs arbres étaient, voilà, les arbres étaient naturels. Là, il n'y avait pas de problème et ils se disaient qu'avec le temps, l'avocatier allait couvrir tout le rayon. Mais on se rend donc compte que lorsque vous plantez l'avocatier greffé à 10 mètres d'écart, vous n'allez jamais avoir des branches qui se touchent entre elles. Si oui, après peut-être 20, 25, voire 30 ans. Vous voyez? Ça sert donc à quoi de laisser autant d'espace parce que vous imaginez que ces avocatiers vont couvrir cet espace en 30 ans. Plutôt que d'exploiter ces espaces-là, de mettre des avocatiers, quitte à ce que demain, quand ils commencent à se toucher, vous venez là, vous faites ce qu'on appelle la taille sévère des arbres fruitiers. Vous n'abattez même pas, vous faites la taille. Vous savez, le marché des greffons aussi, c'est un gros marché. Effectivement. Vous pouvez décider, une fois que vous voyez vos avocatiers sont en train de se toucher, vous sélectionnez toute une ligne que vous allez tailler vos greffons sur cette ligne-là. Et cette ligne d'avocatier vous servira dorénavant pour la récolte et la vente de greffons. Donc pour moi, en réalité, lorsque vous mettez 100 plants d'avocatier sur 1 hectare et quelqu'un d'autre qui vient mettre par exemple 333 pieds sur le même hectare, vous ne pouvez pas rivaliser sur le marché. C'est impossible. Et sur le plan économique, pour toujours vous relancer par rapport à la question, c'est quoi l'avantage de la haute densité? Mais l'avantage de la haute densité, c'est déjà vous avez plus de plants sur un espace donné, plus de plants. C'est-à-dire que si j'ai 1 hectare, je mets 333 pieds, vous mettiez 100 pieds, vous allez payer les ouvriers. Si on défriche par exemple l'hectare à 50 000, vous allez défricher votre hectare à 50 000. Moi aussi, je vais défricher mon hectare à 50 000. Sauf que vous allez défricher votre hectare à 50 000 pour entretenir 100 pieds. Et moi, je vais faire la même chose pour entretenir 333 pieds. Donc, sur le plan économique, c'est énorme. Surtout lorsqu'on parle des gens qui ont des centaines d'hectares, parce que nous ne voyons pas ça sur le prisme d'une personne qui a juste 1 hectare. Mais analysons ça sur le prisme de quelqu'un qui se lance dans cette culture et qui veut engager un projet sur 100 hectares. Vous voyez, vous allez payer une main-d'œuvre, comme je dis, plus cher que cette personne. Et la personne sur le marché sera beaucoup plus compétitive que vous. Ok, Tammy Jardin, merci de ces explications. Mais il faut aussi dire, nous reconnaissons bien que lorsque la densité est importante, que ce soit en élevage ou en agriculture, les conditions d'infection sont aussi plus réunies. On a plus de chances d'avoir des infections, mais la vitesse de propagation des maladies est aussi très rapide et des conséquences sont souvent à nul autre pareil. C'est donc ce qui me permet de vous poser la question qui est celle de savoir, lorsqu'on a une haute densité, c'est quoi les exigences? Oui, je suis d'accord que lorsqu'on parle de haute densité, les exigences sont énormes et ce n'est que normal. Je prends l'exemple, quand vous êtes dehors, quand vous mettez une ampoule sur votre véranda la nuit, vous allez voir 2 insectes qui rôdent autour de l'ampoule, n'est-ce pas? Si vous mettez 2 ampoules, vous allez voir peut-être déjà 10 insectes. Mais si vous mettez 20 ampoules, vous aurez plein d'insectes dans votre balcon. Ce n'est que normal. Parce que plus la plantation est dense, plus il y a des insectes, plus il y a des ravageurs, etc. Mais il y a des méthodes pour contrer à cela. Moi, lorsque je parle, je dis que je suis un ancien Bengui, c'est parce que je suis allé ailleurs, j'ai vu comment ça se fait là-bas. Et
on prend ce qui est nécessaire pour nous, on ne copie pas tout. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. On prend ce qui est nécessaire pour avancer. Parce que quand nous n'allons pas comprendre que la haute densité, c'est parce que les autres font la haute densité qu'ils inondent nos marchés en produits et que nous allons nous mettre là en train de dire, de cogiter sur les risques de maladies, etc. Nous allons naviguer à contre-courant. Ici, il est question d'abord de satisfaire la masse en produits avant de voir la qualité plus tard. Parce que ce qui vient dans nos marchés n'est pas toujours la qualité. Or, ici, là, on se rend compte que si vous ne faites pas la haute densité, vous allez donc retrouver demain des gens sur le marché qui font cette haute densité et dont les prix sont plus 5 à 10 fois moins que ce que vous proposez. Et vous-même, vous allez voir que votre investissement à ce moment ne sera plus rentable. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement abandonner et vous aurez perdu tout simplement la guerre. À vous écouter, on retient que la haute densité est entre autres une stratégie qui vise l'économie d'échelle, qui est déjà très encouragée dans toutes les productions, mais ça sur des petites surfaces. Là, on ne va pas rejeter ça, mais ce qu'il faut qu'on se comprenne, c'est que plus la densité est forte, plus il faut être capable de répondre aux exigences de cette haute densité, n'est-ce pas? Bien évidemment, c'est ce que j'ai dit. Plus le champ est dense, plus les plants sont denses dans une plantation, plus il y a aussi des insectes qui y viennent, plus il y a le risque de maladie. Mais il y a des produits qui sont faits pour évacuer ce risque de maladie et pour évacuer des insectes. Donc il y a tout un mécanisme. Il ne suffit pas de venir faire la haute densité et d'aller croiser ses bras à la maison. Mais lorsqu'on fait le ratio, on se rend compte qu'en faisant la haute densité, on est beaucoup plus compétitif qu'une autre personne qui ne fait pas la haute densité. Il ne suffit pas de faire la haute densité, mais il suffit aussi de pouvoir anticiper tous les problèmes qui pourront découler de la haute densité. Aujourd'hui au Mexique, c'est possible de changer sur le plan génétique une variété d'avocats, de quitter d'une variété à une autre. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Non, moi personnellement, pas du tout. Je n'en sais rien, mais tout est possible. La science évolue, donc c'est possible. Je me dis, si déjà même dans la médecine, les gens parviennent à changer les sexes, donc c'est possible. Je pense que c'est possible. Mais je n'ai pas connaissance de cette technologie-là. Oui, cette méthode s'appelle le récépage. Ça consiste juste à prendre un abus qui a peut-être 2 ans ou 3 ans, à le greffer. Une fois que le greffon commence à bourgeonner, on coupe le tronc principal et le nouveau tronc, c'est le tronc du greffon et ça change complètement. Et je pense que c'est une technologie que nous devons déjà aussi penser à le faire parce que cette formule ou encore cette approche vient résoudre le problème de beaucoup de personnes qui ont acheté des plants d'avocats, se rendent compte 3 ans après ou 4 ans après qu'ils ont été arnaqués, que la variété d'avocats qu'ils avaient acheté au départ n'est pas celle qui consacre. Ou encore ceux qui ont mis en champ des avocats locaux simplement, qui ont acheté des porte-greffes et changer de variété, c'est possible. Et je pense que peut-être avec ta façon d'être curieux, d'essayer des choses, tu pourras essayer et partager. Mais ça se fait déjà au Mexique. Ça s'appelle le récépage. En fonction du besoin du marché, des producteurs changent complètement de variété en chemin. Sans pouvoir tuer les plants. Donc, nous allons peut-être faire une autre émission sur cette formule ou encore sur cette technique de multiplication. Je vais donc chuter à une autre question qui tourne autour des feux de brousse. C'est une gangrène qui ne cesse d'envoyer à la retraite ou alors dans les tombes beaucoup de producteurs. La question que je voulais savoir, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, il y a des solutions développées par des producteurs d'avocats pour sécuriser leur verger des feux de brousse, d'autant plus que nous sommes dans un pays où l'agriculture est adaptée aux saisons de pluie et généralement lorsque nous sommes dans les mois comme actuellement, au mois de mai, mars, entre mars et mai, nous observons beaucoup de paysans, beaucoup de producteurs qui lancent les feux de brousse pour éviter le fameux 50 000 de défrichage par hectare. Aujourd'hui, quelles sont les solutions qui ont été développées
pour faire face au feu de brousse? Il n'y a pas plus de 2 mois, je parlais effectivement de ce phénomène. Nous étions précisément en saison sèche. J'ai fait une vidéo où je montrais comment j'étais en train d'entretenir mon verger. Parce que l'entretien du verger est très sérieux en saison sèche. Quelqu'un peut négliger son verger pendant les pluies, on accepte. Mais en saison sèche, vous courez le risque justement de voir vos investissements s'anéantir complètement. Plusieurs années de souffrance, vous les voyez complètement à terre. Donc, j'ai fait la vidéo il y a pratiquement 2 mois pour signaler à toute personne qui avait créé un verger de commencer à entretenir, à défricher, à faire le défrichage et à retirer, bien évidemment, l'herbe défrichée sur la parcelle. Parce que quand bien même on fait le défrichage et que l'herbe reste sur la parcelle, ça va sécher. Et quand elle sèche, si on lance les feux de brousse, si on met les feux de brousse, ça risque d'avoir des incidents sur le verger. Donc, généralement, dès la fin des pluies, on va dire 1 mois après la fin des pluies, il faut désherber son verger, nettoyer complètement le verger et faire une zone de sécurité. La zone de sécurité, c'est cet espace que vous allez réserver entre la limite de votre verger et le voisinage. C'est-à-dire que vous défrichez, vous ne vous limitez pas sur vos limites. Vous finissez de défricher votre parcelle et vous entrez également dans les parcelles environnantes des voisins de près de 2 mètres pour défricher le pourtour. Là, ça vous évite ce type de dommages-là. Ok, sur le plan purement économique, quel avantage nous avons entre faire la culture des avocats greffés et celle des avocats locaux? Ça, c'est en dépit, c'est-à-dire en dépit du temps écourté avec les avocats greffés comparativement aux avocats locaux. Donc, c'est quoi l'avantage sur le plan économique de faire la culture des avocats greffés comparativement aux avocats locaux? Bon, déjà, faire les avocats greffés, comme je l'ai dit, lorsque vous faites des avocats greffés, les récoltes sont précoces. Donc, vous commencez à récolter tôt par rapport à celui qui a planté des avocatiers naturels. Donc, sur le plan économique, ça compte parce que vous commencez 2 à 3 années avant celui qui a fait des avocatiers naturels de renflouer déjà vos poches. Vous voyez? Donc, sur le plan économique, c'est important. Maintenant, sur le plan du goût, est-ce que les scientifiques appellent organoleptique quelque chose de ce genre? Voilà, sur le plan du goût, je peux dire que les avocats naturels ont toujours un goût particulier, contrairement à ce qu'on nous a fait croire. Vous savez, on nous a quand même vendu un rêve sur les avocatiers greffés, qui n'est pas toujours ça. Sur le terrain, on le constate. C'est clair que sur le plan économique, comme je l'ai dit, ça renforce les poches. Donc si quelqu'un se lance... Mais il y a aussi les avocats lolo, il faut se le dire. Oui, c'est ce que j'ai dit, bien évidemment. Les avocats lolo. Pourtant, on nous avait dit que les avocats greffés sont des meilleurs. Il y a parfois, on tombe sur des bons, hein, ça il faut le dire. Oui, on tombe sur des bons. Avec les avocats beurre. Mais je pense quand même que les meilleurs avocats sont des avocats naturels. Les avocats qui n'ont pas subi véritablement de transformation. Est-ce que la période des récoltes sont les mêmes? Est-ce qu'on récolte les avocats locaux ou naturels, les mêmes périodes que les avocats greffés? Ça dépend des arbres. Il y a des avocats naturels qu'on récolte à la même période que les avocats. Il y a les avocats locaux, oui, justement, qu'on récolte à la même période que les avocats naturels. Parfois aussi, ça change. Hein. Oui. Donc, tout dépend de la variété. Et il faut aussi dire que tous les avocats naturels greffés ne produisent pas au même rythme. Il y a d'autres avocatiers greffés qui ont 3 productions langues, d'autres qui ont 2 productions. Il y a aussi des avocats naturels, certains qui ont 2 productions langues. Donc, tout dépend des variétés.
Aujourd'hui, nous avons des producteurs qui se plaignent d'avoir des faibles rendements à l'hectare. Et après investigation, nous constatons que beaucoup parfois achètent les avocats peut-être de groupe A et d'autres soit des avocats de groupe B sans tenir compte d'un certain maillage à respecter entre les avocats de groupe A et des avocats de groupe B. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que de votre côté, vous avez déjà eu à avoir ce retour d'information ou alors vous avez déjà eu à faire ce constat où on a des gens qui ont lancé peut-être 200 plans d'avocats par hectare. 5 ans après, la récolte est vraiment insignifiante. Est-ce que vous avez déjà eu à rencontrer ce genre de problème? Est-ce qu'il y a des solutions pour sortir? Est-ce qu'il y a donc des mécanismes à faire au préalable pour prévenir? Oui, ça doit certainement être des personnes qui créent des vergers dans des zones où il n'y a presque pas d'avocatiers. Vous savez, il y a des zones au Cameroun qui n'y a véritablement pas de plantations d'avocatiers. C'est le contraire ici à l'ouest. À l'ouest, on remarque très peu ce cas. Parce que si vous allez à l'ouest, si vous venez à l'ouest du Cameroun et que vous vous baladez, c'est difficile d'aller dans un champ et ne pas trouver un plan d'avocatier. C'est vraiment difficile. Pourtant, quand vous allez dans d'autres régions du Cameroun, vous pouvez marcher des centaines de kilomètres sans trouver de plan d'avocatier. Et donc, dans ce type de zone, il faut éviter, lorsque vous vous lancez dans la culture d'avocat, de ne faire qu'une seule variété ou bien plusieurs variétés du même groupe. Il faut généralement mélanger des différentes variétés pour favoriser une pollinisation croisée. Comme je dis, à l'ouest, on n'a pas ce type de problème parce que vous plantez votre anaème, que vous créez une plantation d'anaème, exclusivement d'anaème, vous aurez forcément des bottes peut-être à 3 à 4 km et les abeilles pourront gérer le facteur de pollinisation. Et donc, le problème ne se poserait pas dans les zones comme l'ouest du Cameroun. D'où la nécessité de faire une étude de faisabilité avant de se lancer, n'est-ce pas? Bien évidemment, l'étude de faisabilité est importante. Je le précise toujours, je le dis toujours dans mes publications. L'étude de faisabilité, même lorsqu'on fait une descente technique, ce n'est pas forcément pour aller valider un projet. Les gens qui vont me suivre, certaines personnes qui vont me suivre vont savoir que plusieurs fois, on a fait des descentes techniques dans leur domaine et à la fin, on a tout simplement annulé le projet. On leur a dit que mais si vous lancez un tel projet, voilà les risques auxquels vous courez. Je prends l'exemple d'un gars qui m'avait contacté, il est à Dubaï et il est venu au Cameroun. On s'est fixé rendez-vous en Coteng, on arrive en Coteng et on a pris une moto qui a parcouru presque 2h30. C'est-à-dire on a parcouru presque 2h30 pour arriver dans ces plantations. Nous sommes en saison sèche. Sur une route très dégradée. Et lorsque vous êtes en saison sèche sur une route assez dégradée comme ça, vous vous demandez comment elle sera en saison pluvieuse. Et on arrive dans une zone où il n'y a même pas de connexion réseau. Et le monsieur vit vit dans le Golfe. Donc, vous vous demandez comment il va rentrer à Dubaï et gérer son projet à distance. Même si on demande aux gens de la diaspora de créer des vergers parce que ça ne nécessite pas autant d'entretien, ça ne nécessite pas une présence physique. Mais il faut se dire quand même que vous devrez quand même être capable chaque soir d'appeler vos équipes sur le terrain pour savoir comment ça s'est passé. Mais si vous êtes à l'autre bout du monde, vous avez une plantation qui n'a aucune couverture réseau, vous voulez lancer un projet là-bas, vous allez faire comment pour être en contact régulier avec vos employés qui travaillent là-bas? Donc ça, c'est juste un exemple qui peut nous pousser à invalider complètement un projet. Et quand on invalide même un projet comme ça, certaines personnes viennent nous dire, mais comment tu peux invalider un projet, un si grand projet, alors que tu pouvais livrer des plans d'avocatier après? Et je leur dis non, le but ce n'est pas de valider un projet pour que l'investisseur se rende compte plus tard qu'il avait fait le mauvais choix. On est là pour aider des gens à investir et à pouvoir rentabiliser leurs investissements. Parce que si les gens continuent à investir et ne rentrent pas dans leurs frais, plus les gens vont se décourager et les gens vont comprendre qu'effectivement,
c'est un domaine qui ne porte pas. Et ce qu'on leur dit sur les réseaux sociaux, ce n'est que du bluff. Donc il est question pour nous d'éduquer des personnes afin qu'on comprenne que on pousse les gens à faire l'agriculture, mais il y a un canevas à suivre. On ne part pas, on ne se lève pas un matin parce qu'on a un champ quelque part, on passe se lancer là-bas et on commence à mettre une culture sans savoir si elle est rentable ou pas. Donc, l'étude de faisabilité nous permet de faire une descente comme celle-là, d'étudier et de dire au client, est-ce que le projet qu'il veut faire à cet endroit est faisable? Oui, s'il est faisable, maintenant, est-ce qu'il est rentable? Parce qu'un projet peut être faisable, mais il n'est pas rentable. Et s'il n'est pas rentable, ça ne sert donc à rien d'aller injecter de l'argent dans un projet qui n'est pas rentable. Ok, merci vraiment pour ces informations qui sont aussi cruciales. Donc, ce qui me permet de vous poser cette question. Aujourd'hui, avec un peu de recul, nous observons beaucoup de projets agricoles qui sont abandonnés dans les brousses. Quelle est la responsabilité que vous, de par votre expérience, des promoteurs dans ce domaine? Qu'est-ce qui explique que de plus en plus, on retrouve des fermes qui sont allouées, des matériels agricoles qui sont en vente, ou encore des arbres fruitiers qui sont abandonnés dans les brousses? Non, je pense qu'il ne faut pas tirer à boulet rouge sur les producteurs. Il faut les comprendre. Déjà, les producteurs, parfois, sont des personnes qui ne maîtrisent pas. Vous voyez, quelqu'un a son argent et il a suivi plusieurs vidéos. Il s'est dit, bon, je vais injecter quelque chose dans l'agriculture. Il revient au conseiller agricole d'orienter les promoteurs de projets. Parce que, dites-vous, la dernière fois, j'ai également fait une vidéo dans une plantation de bananes plantains qui avait brûlé du côté de Yabas. Et on était dans une plantation de pratiquement 30 hectares exploités. Et 30 hectares, on a une seule entrée et sortie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on est parti de Douala pour Yabassi, on est arrivé, le champ du monsieur était la limite. Et donc, on s'est garé à l'entrée parce que la voiture ne traverse pas le champ. Or, il y a 30 hectares dedans exploités où il y a la banane plantain. Avant de lancer ce projet de 30 hectares, on n'a pas fait des voies de circulation de telle manière que la voiture soit capable d'aller à un point A, à un point C, à un point Y, etc. Vous voyez donc la difficulté qu'aura les employés au moment de la récolte. Parce qu'il faut dire, si vous avez 30 hectares et que vous avez une seule position de chargement, l'ouvrier va parcourir presque 4 km, je ne sais pas, peut-être 2-3 km, pour aller couper un régime de bananes. Faire le chemin retour pour venir le poser à l'entrée. Et retourner par jour, il va récolter combien de régimes de bananes? Peut-être 4, peut-être 5. Vous allez le payer combien? Et vous faites comment pour entrer dans vos frais lorsque vous commencez déjà une activité comme celle-là, ayant raté complètement le plan? Parce qu'il faut le dire, la personne, le promoteur avait raté le plan. Mais est-ce que ce promoteur savait au départ? Non. Le promoteur ne savait pas. Donc, Ne pas savoir est une responsabilité. Non, ce n'est pas je ne peux pas dire que c'est une responsabilité, Abdel. Bon, peut-être c'est une responsabilité, mais elle ne peut pas on ne peut pas la mettre au même niveau que la responsabilité du suiveur du projet ou bien de celui-là qui encourage le promoteur à mettre son argent dans un projet. Parce que justement, quand vous encouragez quelqu'un à injecter son argent dans ce projet, je l'ai dit tout à l'heure, il faut vous rassurer, il faut dire au promoteur, ce projet est rentable parce que. Mais si vous venez mettre sur 30 hectares la banane plantain, sans vous poser la question de savoir comment est-ce qu'on va faire pour retirer un régime de plantain à l'un des coins des plantations, c'est un problème. Et donc, quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit au promoteur qu'en réalité, le projet a été raté dès la base. Parce que quand vous avez abattu votre domaine, quand vous avez abattu les arbres dans le domaine, il fallait maintenant créer des voies de circulation.
et partitionner la parcelle par hectare. C'est-à-dire que la parcelle A, 1 hectare, la parcelle B, 1 hectare, ainsi de suite, jusqu'à la parcelle, je ne sais pas, Y, et avec des voies de circulation, de telle manière qu'on peut aller sur la parcelle A et aller sur la parcelle Z sans aucun problème. Or, plusieurs fois, j'ai vu des projets où il n'y a pas de voie. Il n'y a pas de voie de circulation. Même la moto ne peut pas accéder dans les plantations. Ça devient pénible. Vous êtes dans une plantation où on a abattu les arbres. Les arbres sont couchés les uns sur les autres. Au point où, à un moment, quand vous coupez un régime de bananes, vous êtes obligé d'escalader un tronc d'arbre, 2 troncs d'arbre, 10 troncs d'arbre pour arriver là où il faut décharger. Vous voyez que ça devient pénible. À ce stade-là, votre projet ne peut jamais être rentable. Donc, on peut peut-être dire, oui, les promoteurs, ils ont leur part de responsabilité, mais cette responsabilité est infime par rapport aux gens, aux personnes qui conseillent ces promoteurs et qui disent que oui, le projet, voilà comment on va faire, et on fait, et puis ça ne donne pas. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il nous arrive plusieurs fois d'invalider des projets agricoles, parce qu'on se dit, c'est faisable, mais ce n'est pas rentable. Et on va chuter donc sur notre dernière question. Est-ce que les producteurs d'avocats de l'Afrique francophone sont déjà prêts à conquérir le marché international, comme c'est le cas en Afrique avec le Kenya? Non, je ne pense pas. Nous ne sommes pas prêts. Le Kenya a conquis le marché, je pense, international parce que ils ont une variété qu'ils appellent le As. C'est la variété qui est plus prisée en Europe. Or, je ne pense pas que ici au niveau du Cameroun, on cultive assez de la variété As. Je ne pense, à ma connaissance, je ne pense pas. Je vois plus de plantations de botset par-ci, de Anahem. Ici, par exemple, à l'ouest du Cameroun, notamment dans les zones de Tchang. Je suis à Tchang. On cultive beaucoup plus le Anahem. Ici à Tchang. Quand vous allez à Fumbot, vous allez voir les botset. Même ici, on cultive les botset, les tonnages, etc. Mais je ne vois véritablement pas de plantation d'as. Ici, les gens qui ont de as, moi-même j'ai quelques plants de as dans les plantations, mais ce sont des plants qui me servent juste de prélever des greffons pour greffer des plants. Donc, je ne pense pas qu'on est déjà à même de conquérir le marché international avec, bon, si c'est au niveau de l'Afrique, je l'ai dit, les gens du Gabon, les Gabonais viennent le plus souvent ici acheter des avocats, les Équato-Guinéens, les Tchadiens, etc. Ils viennent. Mais est-ce qu'on a la capacité d'exporter déjà en Europe? Je ne pense pas. Si je vous ai bien compris, c'est que s'il faut viser le marché international, il faut miser sur une culture d'avocats qui répond aux exigences du marché international, un peu comme As. Parce que je rappelle que As est un avocat d'huile qui est tellement fade dans la bouche, désagréable. Or, sur le plan local, nous on veut des avocats de table, on veut des avocats beurre. Donc, et maintenant, pour conclure notre émission, quel est le conseil que vous pouvez donner à toutes ces personnes qui souhaitent se lancer dans la culture des avocats, qui est aujourd'hui baptisée l'or vert? Oui, le conseil que je peux donner à ces personnes, c'est déjà, comme je dis, de se rassurer, de faire une étude de faisabilité. Ouais. Est-ce que la culture d'avocat sera rentable? Ouais. Parce que vous pouvez avoir, je veux dire n'importe quoi, des mi-hectares. Vous mettez les avocats sur des mi-hectares. Mais est-ce que sur des mi-hectares, vous pouvez récolter véritablement quelque chose jusqu'à pouvoir vous en sortir, vous satisfaire les besoins de votre famille? Donc, il y a cet aspect qu'il faut voir. Donc, il faut voir la superficie de terrain qu'on dispose. Vous voyez, la zone agroécologie dans laquelle on se trouve, cibler la variété qu'on veut produire et pour quel besoin, pour quel marché. J'ai le plus souvent vu des gens avoir des mi-hectares et se lancer dans les avocats As. Et leur but, c'était de vendre des fruits de As. Et je leur ai demandé,
Mais vous perdez l'honneur parce que vous allez vendre ces fruits à qui? Le as, c'est un peu, c'est parfois même plus petit qu'un œuf. Nous sommes en Afrique où les gens veulent acheter un avocat et rentrer manger avec toute la famille. Nous ne sommes pas en Europe où on achète un avocat parce qu'on sait que ça va servir d'entrée et on sait qu'il y a le plat de résistance à côté avant d'avoir le dessert par la suite. Donc ça fait qu'une personne ou bien même un couple peut bien évidemment se partager de cet œuf qu'on appelle as. Mais si vous cultivez le as ici, précisément au Cameroun, et que vous comptez vendre cela sur le marché, mais vous êtes mal barré. Personne ne va acheter ça. Donc, il faut étudier, il faut voir donc tous ces paramètres. Si vous cultivez le as, soit vous êtes un pépiniériste qui voudrait par la suite prélever des greffons. Parce que je dis toujours que lorsqu'on se lance dans une culture, on doit savoir si c'est le fruit qu'on veut vendre ou bien après les fruits, il y a aussi autre chose. Est-ce qu'après les fruits, on peut vendre la semence? Et donc, si vous vous lancez dans le as, peut-être vous visez le marché des pépinières et des plants d'avocatier as. Mais si vous vous lancez sur des petites superficies parce que vous comptez vendre les fruits sur le marché, vraiment, vous allez lire. Ok, merci vraiment d'avoir prêté ta voix à cette émission pour sensibiliser tous nos frères, surtout ceux de la diaspora qui se demandent dans quoi investir étant distants. Donc, je rappelle qu'on aura encore une autre opportunité de créer un débat pareil sur les cultures en Afrique, mais surtout les exigences et des mesures à prendre avant de se lancer. Merci encore, Tammy Jardin. Merci à toi, tonton Abel.